Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au portefeuille compte titre ordinaire. C'est l'épisode 40. Donc ça fait 40 mois que je fais une vidéo de suivi mensuel sur mon compte titre ordinaire. Aujourd'hui, je l'ai titré Tesla et Enphase. Donc je vais faire un petit focus sur ces deux entreprises et on va voir un petit peu dans le détail l'évolution du portefeuille. Alors à l'agenda, donc les objectifs du compte titre ordinaire. C'est un petit rappel notamment pour, les personnes qui viennent de rejoindre la chaîne. L'évolution, du compte titre ordinaire, les marchés, vus, des ETF. C'est vrai que d'habitude je fais, vue des indices, on va faire un petit peu différemment et puis le focus sur Tesla et Enphase, qui sont mes 2 premières lignes en termes de poids dans mon CTO. On démarre par un avertissement pour vous dire que je ne suis pas conseiller financier et que cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors les objectifs du compte titre ordinaire, quand je l'ai ouvert, j'ai fait un versement initial de 15 000 euros. Mon objectif, donc, c'est avoir un revenu d'ici 15 ans. Donc avec les versements de 350 euros par mois. Donc ça, c'est quelque chose que je fais de manière régulière. Donc le versement, on est vraiment en mode vraiment pilotage, hein, je le fais quoi qu'il arrive. Donc c'est pour ça, si vous voulez mettre en place des stratégies sur vos comptes titres ordinaires, eh bien évaluer vos capacités en fait d'épargne et puis essayer au maximum tous les mois de mettre une somme régulière en fait, que ce soit sur votre PEA ou votre compte titre ordinaire. Je me suis basé sur une croissance de celui-ci de 8%, qui est globalement la croissance des indices sur le long terme. Donc c'est quelque chose d'assez raisonnable, même si bien sûr on espère faire beaucoup mieux que 8%. Toujours est-il que selon la simulation, on se retrouverait au bout de 15 ans, donc ce qui me conduirait alors maintenant, donc vu que je l'ai fait depuis, j'ai démarré depuis un peu plus de 3 ans, donc ça me donnerait d'ici 12 ans un revenu, en fait, si j'enlève 30% d'impôts et que je n'utilise que 4% de la somme, un revenu mensuel de 400 euros par mois. Alors, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Donc je suis en dessous de 36 000, hein, je suis à 35 000. Bon, je suis tout à fait dans les clous en termes de progression. L'évolution du compte titre ordinaire, donc les composantes de mon compte titre ordinaire sont principalement des sociétés américaines et principalement dans la technologie. Donc là, j'ai fait un choix donc de forte croissance sur le compte titre ordinaire. Donc je suis investi à 65% dans la technologie, 17% dans les ETF, et puis pour le reste, en fait, ce sont des actions dans le domaine de l'énergie, la finance et la santé. Alors, je suis beaucoup plus exposé au domaine de l'énergie dans mon PEA, notamment avec Total et Ruby. Sachant que sur le compte titre ordinaire, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo, mon objectif c'est d'aller chercher la croissance et de prendre entre guillemets un peu plus de risques et notamment de supporter de la volatilité sur le portefeuille. C'est ce qui se passe en ce moment, notamment avec Tesla et Enphase qui sont mes deux premières lignes, respectivement 24% pour Tesla et 11% pour Enphase, mes ETF 18% et autres 46%. Alors les marchés via les ETF, donc d'habitude je le fais via les indices, notamment les indices Nasdaq et puis SP500. Donc là je vais le faire un petit peu différemment. Ça peut être éclairant notamment pour les investisseurs qui souhaitent baser une stratégie compte titre ordinaire sur des ETF. Alors certains ETF sont éligibles au niveau du PEA, c'est ce qu'on va appeler des ETF synthétiques. Dans ce cas, c'est pas un panier en fait qui est composé d'actions américaines, mais tout simplement d'actions européennes qui répliquent le comportement en fait de l'indice américain. Ici, on peut être sur des ETF qui sont cette fois-ci non pas synthétiques, mais qui sont natifs, auquel cas ça correspond à un panier d'actions. En fonction de la thématique, on va mettre plus ou moins d'actions et généralement, c'est les actions les plus représentatives
du marché. Donc là, c'est le l'ETF Amundi MSI World. Donc, ce sont des actions monde, comme son nom l'indique. Si vous allez dans le détail, donc le code c'est CW8. Hein. Donc, si vous tapez en fait dans Google ETF CW8, vous aurez le détail en fait de cet ETF, mais globalement, il est quand même à composante majoritaire d'actions américaines. Donc ça veut dire que faire un mix de MSI World plus SP500 plus Nasdaq par exemple, bon ça n'a pas forcément beaucoup de sens. En termes de croissance du modèle, on est un petit peu en dessous des indices américains au niveau World. On est à 11% de croissance du modèle sur les 15 dernières années. On est démarré à peu près en 2009, comme vous pouvez voir sur la droite de régression. Alors moi, j'utilise cette notion de droite de régression. J'ai eu beaucoup de commentaires. Euh, alors effectivement, faut le prendre comme un outil mathématique. Hein, c'est pas l'alpha et l'oméga des analyses, mais toujours est-il que même si le passé ne reflète pas les performances du futur, ça peut quand même donner un ordre d'idée. Bien sûr, il peut y avoir des accidents. C'est ce qu'on peut voir sur le graphique. Par exemple, avec le Covid, on est parti à moins 3 sigma. Mais par contre, globalement, en fait, on voit qu'il y a une forte corrélation, 0,98, entre les cours réels en fait de l'indice et la modélisation qui est représentée par une droite en rouge. Donc, bon, moi j'ai un esprit cartésien. Je me base beaucoup sur les droites de régression parce que ça m'aide beaucoup à prendre une décision, notamment lorsque je dois rentrer sur une action ou un indice dans lequel j'ai pas encore, dans lequel je suis pas encore rentré ou dans lequel j'ai pas encore pris de position. Donc je vais regarder la croissance du modèle, coefficient de corrélation. Coefficient de corrélation, en gros, c'est la volatilité. Et puis on peut regarder les progressions un peu plus récentes. Donc globalement, 10%, c'est sur les 15 dernières années, mais un peu plus récemment, sur un an, par exemple, vous avez 27%, donc ça valait le coup d'acheter du MSI World il y a un an. On était sur moins un sigma, vous voyez, donc l'intérêt aussi des droites de régression, c'est de vous dire, même si on a un indice qui évolue entre il y a 2 ans et il y a un an, il a évolué, cependant, on voit qu'il y a une accélération pour rattraper en fait sa valeur théorique. L'écart type, c'est la distance entre donc la droite réelle en bleu et la valeur théorique en rouge. On regarde un autre ETF, donc l'ETF Amundi SP500, le code c'est PSP5. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cet ETF, vous tapez dans Google ETF PSP5, vous allez retrouver des éléments d'information. Donc on peut voir que la croissance du modèle sur un long terme, on est là sur un horizon un peu plus court, à peu près une dizaine d'années. Alors ça correspond aussi à la date de création de l'ETF, hein, donc c'est pour ça qu'on n'a pas forcément d'historique plus lointain. On a une progression un peu plus forte que le MSI World. Un très bon coefficient de corrélation également. Hein, donc moi ce que j'ai tendance à dire pour un jeune investisseur qui ne sait pas trop faire du stock picking dans un premier temps, ça peut valoir le coup de faire de l'investissement en mode DCA, c'est-à-dire régulièrement tous les mois. Alors peut-être sur la MSI World, ça valait le coup de rentrer il y a un an, éventuellement encore aujourd'hui. On voit par exemple sur le SP500, on est quand même en termes d'écart type à 0,74. Alors historiquement, c'est pas une exception, hein. On est même relativement régulièrement entre 1 et 2 écarts types. Mais en tout cas, il faut savoir que si vous rentrez aujourd'hui une somme très importante, statistiquement, il y a plus de chances en fait que vous soyez en moins-value dans les quelques mois à venir que plutôt en plus-value. Ça, ce sont les statistiques qui le disent. Après, si vous faites du DCA, eh bien, on peut le voir au fur et à mesure de l'évolution du cours. Forcément, vous allez rattraper quelque part une moyenne statistique qui correspond à la droite en rouge que vous avez sur le graphique. Toujours sur les marchés US, on va regarder maintenant le US donc, qui correspond au Nasdaq 100. Le code, le ticker, c'est PANX, P-A-N-X. Alors, Amundi a changé en fait son Nasdaq 100 en excluant les valeurs qui n'étaient pas ESG. Donc, on a une petite différence sur l'historique.
c'est peut-être à comparer avec un ETF Nasdaq 100 qui ne tient pas compte de l'ESG. Alors moi, pourquoi je l'ai pris? Tout simplement parce que c'était un ETF avec sans frais en fait sur de Giro. Alors la croissance du modèle, le Nasdaq croît plus vite que le SP 500, ce qui paraît logique puisque le Nasdaq, ce sont des valeurs technologiques. Et on peut voir que le coefficient de corrélation est inférieur, ça veut dire qu'il y a plus de volatilité sur le Nasdaq que sur le SP 500. Donc en fonction de votre profil d'investisseur, vous allez opter sur du MSI World, du SP 500 ou du Nasdaq. Donc là, on est sur la croissance, hein, plus de 15% sur... bon là, on a encore moins de recul, on est à peu près sur 5 ans. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de la forte volatilité? On est actuellement à 0,5 écart type. Et puis on a sur une belle tendance depuis le début de l'année 2023. À comparer avec les indices européens, j'avais une question en fait, est-ce que j'étais plutôt en termes d'ETF, est-ce que mon choix irait plutôt sur du Stoxx, Eurostoxx 50, c'est-à-dire les 50 plus grosses capitalisations européennes, ou sur de l'indice américain, y compris au sein d'un PEA, puisque comme je t'ai expliqué, on peut avoir de l'ETF américain au sein du PEA avec des ETF synthétiques, eh bien, on voit l'indice Eurostoxx ne croît quasiment pas, en fait, si on regarde un horizon ici d'une vingtaine d'années. Alors certes, depuis, même un petit peu plus avant 2012, depuis le plus bas de la crise des subprimes, si je reviens en fait sur mon graphe et que je le fais démarrer non pas il y a 24 ans, mais je le fais démarrer en 2009, là on aurait effectivement une croissance assez forte de cet indice. Si on regarde la progression, par exemple, sur 5 ans est de 50%, donc si vous divisez globalement par 5, même si le principe des intérêts composés voudrait qu'on fasse un peu différemment, on est quand même entre 8 à 10% de croissance par an. Donc ce que je vous dis sur une très longue période est un peu moins vrai si on se cale sur une période beaucoup plus courte. Donc comparativement aux autres indices où la période était plus courte, on peut avoir effectivement l'impression que l'Europe performe de manière équivalente au marché américain. Mais si on se projette sur un horizon beaucoup plus long, par exemple ici 25 ou 30 ans, c'est pas du tout le cas. Actuellement, l'indice Eurostoxx 50 par rapport à sa droite de régression est à peu près à 2 écarts types. Donc on peut être méfiant. Donc les personnes qui souhaitent rentrer aujourd'hui dans l'Eurostoxx 50, voilà, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée en fait. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est votre argent. On va regarder maintenant le portefeuille compte titre ordinaire. Je l'ai classé par ordre d'importance de position. Alors vous pouvez voir que toutes les lignes sont positives, même très largement positives, sauf deux lignes qui sous-performent depuis à peu près le début de l'année, je dirais même plutôt depuis début février, depuis 2 mois. C'est Tesla et Enphase. Tesla moins 11% par rapport à mon prix de revient qui est de 180 dollars. L'action est actuellement à 162 dollars. On reviendra dans les détails. Et puis Enphase, si vous ne connaissez pas Enphase, c'est dans l'énergie solaire. Donc ils font principalement des micro-onduleurs, mais ils développent de plus en plus des solutions complètes de gestion de l'énergie, qui inclut des batteries, qui inclut tout le système permettant d'être autonome avec des panneaux photovoltaïques. Et puis pour toutes les autres actions, je suis en plus-value. Alors il y en a même certaines, on peut dire qu'on est sur des multibaggeurs, comme Meta. Meta, j'ai réussi à l'acheter relativement bas, 157 dollars. Et puis Broadcom également, donc qui a plus de 200%. C'est-à-dire que l'action a triplé depuis le moment où je l'ai acheté. Alors, sur mon compte titre ordinaire, j'ai pas une approche, comment dire, spéculative, donc j'achète des actions et je les conserve, quel que soit le cours, puisque mon idée, en fait, c'est de conserver, de sélectionner des actions avec de très bons ratios et de les conserver, en fait, sur le très long terme. Donc je ne fais principalement
qu'acheter des actions. Les seuls cas où j'ai vendu des actions, c'est pour arbitrer, c'est-à-dire c'est pour simplifier le nombre de lignes dans mon portefeuille, et puis essayer de concentrer ce portefeuille sur un nombre d'actions minimal. Alors, pour l'instant, j'ai ma sélection d'actions. Je ne pense pas élargir en fait un nombre d'actions supplémentaires, sauf cas de crash des indices, où là, il pourrait y avoir des opportunités sur des actions qui sont très très hautes actuellement et sur lesquelles je ne suis pas rentré. Alors, on pense à Nvidia par exemple. Je pense que Nvidia, c'est une action, une société voilà, qui va rester sur le très long terme. En ce moment, il y a un boom très fort, forcément, avec le passage à l'IA. Je suis en train de réaliser une vidéo justement sur la thématique de l'IA pour essayer pour les personnes qui sont pas, on va dire, affûtées au niveau technologique, connaissances technologiques, pour vous expliquer en fait pourquoi Nvidia cartonne, pourquoi on a besoin en fait de cartes graphiques pour l'IA. Donc, je vais vous faire une vidéo sur la thématique en essayant bien sûr de ne pas faire quelque chose de trop technique ou technologique. Et puis, alors, j'avais entendu des journalistes qui disaient, bon, ok, c'est le boom Nvidia, et puis quand tous les data centers sont équipés, eh bien, en fait, l'action va se casser la gueule parce que l'histoire est terminée. Ben, en fait, c'est faux, puisque les cartes graphiques, c'est comme les ordinateurs, ça évolue en permanence. Donc, la loi de Moore, globalement, c'est que les capacités doublent tous les 3 ans. Donc ce sera pareil pour les cartes graphiques. Donc ça veut dire globalement, on est aussi en face d'un marché de renouvellement. Alors certes, les compétiteurs de Nvidia vont rattraper au fur et à mesure leur retard. Des grosses sociétés comme Apple ou par exemple Tesla vont essayer de développer leurs propres cartes graphiques, mais toujours est-il qu'il y a quand même une prime au premier qui fait qu'il a quand même une avance technologique et qui va conserver son avance pendant un petit moment. Voilà, donc le portefeuille compte titre ordinaire, les trackers ETF. Alors c'est vrai que c'est pas très visuel parce que je parle beaucoup sur le même écran. Bon. Alors on va faire un petit focus sur Tesla et Enphase qui pèse sur la performance de mon portefeuille. Je veux quand même resituer dans le contexte. Bon, je suis pas inquiet en fait sur la chute de ces deux actions. Je pense que c'est temporaire, même si temporaire peut durer quelques mois, voire quelques trimestres. Mais voilà, pour ceux qui ont découvert la chaîne, en fait, j'ai 2 stratégies différentes. Il y en a une sur le PEA, c'est une stratégie relativement, sécure, on va dire bon père de famille. Mon objectif sur le PEA, mon objectif premier, c'est la protection du capital et de faire de la croissance sur le PEA, donc entre guillemets, de la croissance sécurisée. C'est pour ça qu'au sein de mon PEA, j'ai sélectionné, des actions qui est de sociétés qui, à mon avis, dans 15 ou 20 ans, seront toujours sur le marché, seront toujours, on va dire, des poids lourds, notamment du CAC 40. Par contre, j'aurais pu, c'est ce que j'ai fait au début lorsque j'ai développé mon compte titre ordinaire, je me suis dit, je vais appliquer exactement la même stratégie. Le seul point, c'est que sincèrement, c'est pas avec 400 euros par mois de retraite que je vais me sentir à l'aise. Donc, je suis obligé de prendre des risques. Et donc, les risques, je vais les concentrer en fait sur le compte titre ordinaire. C'est pour ça que je vais aller chercher des actions sur lesquelles il y a peut-être un potentiel beaucoup plus important, mais peut-être un niveau de risque aussi plus important. Alors, Tesla, c'est un pari quand même. Hein. J'ai mis gros, enfin j'ai mis gros. C'est pas si gros que ça. Si vous êtes investisseur sur plusieurs centaines de milliers d'euros, vous allez dire que c'est une toute petite ligne. Bon, pour moi, c'est quand même la plus grosse ligne de mon portefeuille. Tesla, bon, c'est un risque que je prends. C'est une stratégie, bien sûr, sur horizon 5, 10, 15 ans. Donc, même si l'action peut baisser à 120, 100 euros, même 60 euros, je ne vais pas remettre en cause ma stratégie sur Tesla ou sur Enphase. Voire même, je vais renforcer sur des points intéressants en fait sur ces deux actions. Voilà, donc la différence sur les deux stratégies, PEA plutôt en mode sécure, sur le CTO avec une prise de risque un peu plus importante. Alors, on va commencer par Tesla et les fondamentaux.
Si on regarde au niveau des fondamentaux, on a à peu près 100 milliards de revenus, 13 milliards, à peu près 15% d'EBITDA. Donc, je le dis souvent dans mes vidéos, moi, le premier ratio que je vais regarder, en fait, c'est effectivement, est-ce que la société gagne de l'argent? Donc, si elle a un EBITDA positif, c'est qu'elle gagne de l'argent, puisque EBITDA, ça veut dire earning before interest, tax, dotation et amortissement. Donc, globalement, c'est les bénéfices qu'elle fait, les bénéfices bruts. Et puis ensuite, je vais regarder l'efficacité de gestion, donc la rentabilité des capitaux, le ROE par exemple. Au-dessus de 10%, c'est très bien, 15%, là on est à 27%, c'est excellent. Et après, je vais regarder les marges. Alors, la marge qui m'intéresse, en fait, c'est la profitabilité nette, ce qu'on va appeler le net profit margin en pourcentage, on est à 15%. Donc pour moi, au-dessus de 8-10%, c'est très bien en fait. Et puis derrière, ce qu'on va regarder aussi, c'est l'endettement d'une société. En l'occurrence ici, Tesla n'est pas endettée, donc elle a du cash, de la trésorerie en fait dans ses caisses, mais elle est capable également de générer du free cash flow, hein. Le free cash flow, c'est vraiment le net qui reste une fois qu'on a tout payé, c'est-à-dire le remboursement des prêts, les salaires, enfin tout en fait. Donc après, le cash flow va servir pour les entreprises, soit en regardant le payout ratio, de distribuer un dividende aux actionnaires, soit pour les entreprises de croissance comme Tesla, de réinvestir une partie du cash flow dans, par exemple pour Tesla, donc la création d'usines pour construire des voitures. Alors c'est le cas, Tesla a lancé une usine au Mexique et est en train de réfléchir à implanter une usine supplémentaire en Asie du Sud-Est. Voilà, donc on va regarder ces éléments en fait de free cash flow. Donc c'est très bon en fait, hein, pour Tesla, même s'il y a un petit ralentissement, notamment on comment dire? La profitabilité baisse dans le temps. Néanmoins, pour moi, c'est quand même une société qui est très bien gérée, qui est très solide, qui a une visibilité sur le long terme, qui va développer, au-delà de la voiture, donc les robots, l'intelligence artificielle, ça va aussi également arriver chez Tesla. Voilà, donc pour moi, Tesla, il y a aucune remise en cause. Alors, par contre, au niveau graphique, c'est sûr, depuis le mois de juillet 2023, on est dans un canal descendant, c'est ce qui est représenté ici. Alors, on a des niveaux de support, hein, on a un premier niveau de support autour des entre 155 et 160. Donc, ce sera un niveau de support qui m'intéresse. Et puis, on a la formation ici d'un triangle d'un biseau descendant, donc on pourra observer la sortie du biseau pour éventuellement recharger en fait en action Tesla. Alors moi pour l'instant j'ai pris une alternative sur Tesla, c'est que je rentre sur des niveaux bas ici dans le canal descendant, plutôt sur des options de type call avec un faible effet de levier, par exemple un effet de levier x2, et puis jouer des petits allers-retours en fait en faisant des petites plus-values sur la partie option. Alors, ce qui est également intéressant pour les actions, donc on a regardé l'analyse fondamentale, on a regardé l'analyse graphique, et puis on va regarder le news flow en fait. Alors c'est vrai que le news flow ces derniers temps sur Tesla n'est pas très bon. Bon, la concurrence chinoise qui est très très forte, hein, d'ailleurs Elon Musk, il a dit que si on ne mettait pas en place des mesures pour contrer en fait le dumping des voitures électriques chinoises, très certainement l'industrie automobile sera balayée. Donc, c'est un risque qui est important et qui doit être pris en compte effectivement par les marchés. Le deuxième point, c'est il y a énormément, on voit énormément de Tesla bashing au niveau des news, que ce soit au niveau européen, au niveau mondial. Par exemple, ici, la dépêche, au volant de sa Tesla, une femme d'affaires tombe dans un lac et meurt noyée. Euh, enfin, je ne vais pas dire que ça arrive quand même couramment, mais là, en l'occurrence, on insiste sur le fait que c'est une Tesla et que c'est compliqué de briser les vitres d'une Tesla. Alors, même si c'est vrai,
c'est quand même, bon, c'est pas quand même quelque chose qui arrive, tous les jours quand même, de d'avoir une voiture, qui tombe au fond d'un lac. Mais en tout cas, tout ça, ça génère, des images négatives, potentiellement dans l'esprit, des potentiels acheteurs. Ouais, et ça, c'est quand même quelque chose d'assez négatif. Et puis dernier point aussi, Tesla donc a une Allemagne, a une usine en Allemagne qui est, l'usine de production principale pour le marché européen. Donc elle était en arrêt, donc forcément derrière, il y aura un impact sur le volume, de voitures produites et donc forcément le volume, de véhicules vendus et donc le chiffre d'affaires, les marges et cetera, au moins sur le premier trimestre. On passe maintenant en phase. Donc pareil, en phase, un peu plus de 2 milliards de chiffre d'affaires. On est à 25% à peu près d'EBITDA, donc très belle entreprise. 48% sur le ROE. On va regarder la marge. La marge nette est à 19%. Elle génère du free cash flow et n'est pas endettée. Donc on a là un excellent candidat, en tout cas pour moi. Comme Tesla, elle évolue également dans un biseau descendant dont elle est sortie à la fin de l'année 2024. Hein. Donc pour l'instant, on est un petit peu sur une phase de latéralisation. Donc on est à peu près sur un niveau de support autour des 116 euros. Donc moi, ce qui m'intéresse, ce serait peut-être d'aller la chercher si elle redescend sous les 80 euros. Et puis on peut voir des résistances qui sont relativement loin, 187, 227, 273 euros. Du point de vue de la news flow, alors là par contre on est plutôt sur des choses positives. Bon, une recommandation peut-être à la baisse ici de Piper Sandler. Par contre, alors du point de vue boursier, des annonces plutôt positives comme le licenciement de 10% du personnel. Alors sur le plan humain, c'est pas très positif. Sur le plan boursier, c'est plutôt quelque chose de positif. C'est-à-dire que la société est assez réactive en termes de management. Euh, et puis des articles plutôt positifs en fait sur la gestion du solaire et des batteries en fait par la société en phase. Alors, pour conclure sur mon compte titre ordinaire, donc même s'il connaît actuellement une petite baisse, on est quand même sur un trend que je vous ai mis en rouge. En fait, c'est la valeur moyenne de l'évolution de mon compte titre ordinaire. Donc, on est quand même sur une surperformance par rapport à l'évolution moyenne du compte titre ordinaire, euh, sur lequel c'est une droite en fait qui fait la moyenne en fait des montants de mon compte titre ordinaire, sur laquelle j'ai ajouté les 350 euros de versement pour que ce soit quelque chose de comparable à l'évolution en fait du compte titre ordinaire. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, donc j'ai un abonnement dans lequel je partage donc des articles, des analyses. Je fais un document, donc un suivi du carnet d'ordre hebdomadaire. Via l'abonnement, vous aurez accès aux droites de régression, donc vous pouvez avoir accès aux actions, aux ETF, si vous avez des ETF que vous suivre via les droites de régression. Je partage en temps réel toutes mes transactions, que ce soit sur le compte titre ordinaire ou le PEA. Je fais une mise à jour de mes portefeuilles en temps réel via des Google Sheets. Donc, si vous êtes abonné, vous avez accès à mes portefeuilles en temps réel. Je mets également un partage de mon trading sur options. Hein. Par exemple, ici, cette semaine, j'ai acheté donc des options Tesla, des calls, des turbo calls en fait sur Tesla. Je fais également des synthèses, des notes d'analyse, des stratégies détaillées et également un coaching par email. Vous pouvez m'adresser par email toutes vos questions, que ce soit d'ordre général ou un peu plus précis sur certaines actions. J'ai un site, Investir sur le long terme. Vous pouvez taper dans la barre de recherche le nom d'une action et puis derrière, vous allez retrouver éventuellement des analyses ou des graphiques que j'ai fait. Alors l'accès à Investir sur le long terme est gratuit. L'accès aux analyses des actions est également gratuit. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt.